Bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence ce matin. Votre présence est importante pour nous. Merci à ceux qui sont présents physiquement ici à l'école Ferrandi, l'école de la gastronomie française. Et merci également à ceux qui sont présents en visio. On ne les oublie pas. D'un point de vue pratique, on a prévu en fin d'intervention un échange, un temps pour laisser place à une session de questions-réponses. Et nos amis qui sont en visio pourront également poser leurs questions dans le chat et nous répondrons aux questions également en fin de séance. Pour cette présentation, donc, je suis assisté par mes éminents collègues. Donc à ma droite, Jean-Claude Oran, donc président du CENALDI, vice-président de l'UNILET, qui représente le collège des producteurs. Et à ma gauche, Cyril Auguste, également vice-président de l'UNILET et qui, quant à lui, est président de la FIAC Légumes, donc représentant du collège industriel transformateur. Vous savez que c'est important dans l'UNILET, cette dualité, puisque nous sommes une interprofession qui fonctionne et dont les budgets sont équitablement répartis entre les industriels et les producteurs. Et également dans notre mode de fonctionnement, donc nous avons une présidence tournante tous les 5 ans. Un président du collège industriel suit habituellement un président du collège producteur. Et c'est important pour l'équilibre de la filière et on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, cette conférence de presse fait suite à la première conférence de presse que nous avions lancée. Alors peut-être que certains d'entre vous étaient présents le 14 janvier 2021. C'était une première pour l'interprofession. On était en pleine crise Covid, rappelez-vous. On était tous présents en visioconférence et on était partis, nous, professionnels de la filière, du constat qu'on n'avait pas eu toute la reconnaissance qui nous semblait être importante. On avait, notamment les médias, beaucoup mis en avant la première ligne, alors forcément le personnel médical, et c'était tout à fait légitime, mais on avait aussi beaucoup mis en avant les transporteurs routiers, les salariés de la grande distribution. Mais on s'estimait oublié, puisque à la base, pour amorcer la chaîne de distribution, il y avait des producteurs, il y avait des salariés qui travaillaient dans les usines. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une usine qui s'est arrêtée, ne serait-ce qu'une seule journée dans cette crise Covid. Et que, voilà. Donc on avait pris, c'était une première pour l'interprofession. On s'était dit peut-être qu'on ne communique pas suffisamment. Donc on avait pris cette initiative. Et c'était un galop d'essai. Et le conseil d'administration a jugé que c'était un galop d'essai transformé. Et la raison pour laquelle donc, nous sommes aujourd'hui devant vous, c'est pour partager avec vous et vous exprimer notre reconnaissance et aussi vous montrer qu'on souhaite aller plus loin dans notre démarche de communication avec les différentes parties prenantes au niveau de la société. Alors on profitera de cette opportunité pour également faire un point d'actualité sur la filière. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a l'impression de passer d'une crise à l'autre. On était en janvier 2021 en pleine crise Covid. Aujourd'hui, on a des crises, des tensions sur les matières premières, sur les chaînes d'approvisionnement, mais ça fait partie de notre quotidien. Je pense qu'il faudra que nous apprenions à vivre avec ces impératifs. Alors, la filière UNILET, donc interprofession du légume transformé, c'est une filière historique, même titre que l'école Ferrandi. Alors, l'école Ferrandi, je voyais que c'est une école qui existe depuis une centaine d'années. La filière, en ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt depuis les années 60, avec un fonctionnement, comme je l'expliquais, très équilibré entre le collège des producteurs et les transformateurs, et surtout un fonctionnement au niveau budgétaire à équité entre les producteurs et les transformateurs, que quand un industriel met 1 euro sur la table, et le collège producteur met également 1 euro sur la table. Et ça, je trouve que c'est remarquable. Au moment où on parle de la contractualisation dans le cadre d'Egalim, la contractualisation pour la filière UNILET, c'est génétique, puisque depuis 1945, dès le début, il existe des contrats de filière entre les producteurs et les transformateurs, et qu'on n'a pas attendu les injonctions de pouvoir public pour se mettre d'accord. Et à ce titre, on entend rarement des accords. Certes, on a des négociations une fois par an entre les industriels et les producteurs qui sont musclés, mais au final, vous voyez, depuis 1945, on arrive à travailler de manière intelligente, puisque une filière, elle est résiliente si on a un collège producteur solide et des transformateurs également solides. Donc je crois que le pragmatisme de la filière est à mettre en avant.
Alors, aujourd'hui, comment fonctionne la filière? On se voit et on se voit actuellement pour définir les plans de fabrication sur les campagnes à venir. Je rappelle, l'unilette, c'est 15 légumes. On se met d'accord en fonction du plan de charge, en fonction des débouchés, en fonction des capacités industrielles et forcément du cycle des différents légumes. Et on contractualise sur une base volumétrique, sur un assolement, et également forcément ça fait partie de la contractualisation. Et on parlera un petit peu plus tard de répartition de la chaîne de valeur. On se met aussi d'accord forcément sur des prix entre les industriels et les producteurs. Alors la filière, c'est une filière d'excellence. On est sur de l'agriculture 2.0 et Jean-Claude Oran vous en parlera un petit peu plus tard. Et c'est aussi une filière qui contribue au maillage du territoire, notamment, enfin, la plupart de nos usines se trouvent dans des zones rurales. Et vous voyez le poids que ça représente d'un point de vue emploi. C'est 4500 producteurs qui sont engagés. C'est 5500 collaborateurs dans 23 sites industriels et 5500 collaborateurs directs, sans parler des emplois indirects qui sont générés par la filière. On estime qu'un emploi direct génère entre 2 et 3 emplois indirects derrière. Donc tout ça pour illustrer le poids économique certain, comment dirais-je, de la filière et surtout la contribution au maillage du territoire. Alors filière résiliente depuis 1945, comme je viens de le dire, néanmoins qui fait face à de gros challenges. Et ceci pour faire un point avec l'actualité, on parle beaucoup d'Egalim, on parle beaucoup de répartition de la valeur ajoutée. Mais avant de répartir la valeur ajoutée, il faut la créer. Et ce qu'on illustre avec vous ici, ce sont des données tout à fait publiques. Donc si on regarde l'évolution sur 20 ans des prix de sortie usine, que ce soit sur l'apertisé ou le surgelé, quand on regarde ça corrigé des données de l'inflation, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'au moment où on prône tous la création de valeur, une agriculture avec une montée en qualité, qui dit montée en qualité veut dire aussi meilleure rémunération de nos produits. Et quand on regarde ces données, j'ai juste illustré sur la partie légumes surgelés, l'inflation a fait 24,7% en 20 ans, donc on a une base 100 en 2010. Dans le même laps de temps, le prix des légumes surgelés a baissé de 1,4%, donc c'est-à-dire que corrigé de l'inflation, les prix des légumes surgelés ont baissé de plus de 26%. La baisse est aussi importante sur les conserves, même si c'est un peu moins important. Mais tout ça pour illustrer qu'au moment où il y a eu une montée en qualité de nos produits, il y a une complexité grandissante d'opérer pour les industriels, et ben les prix de vente ont baissé. Alors, ce serait réducteur, et on n'est pas ici pour pointer du doigt la grande distribution, ce serait un discours un petit peu facile de dire que la grande distribution a capté toute la valeur ajoutée. J'insiste vraiment sur cette notion de valeur ajoutée, répartition, mais avant de répartir, j'insiste, il faut créer. Donc quand on a regardé un petit peu plus les données, encore une fois ce sont des données publiques, on ne dit pas la distribution a capté toute la valeur, on dit que la guerre des prix auquel se livre la grande distribution aboutit à une destruction de valeur ajoutée. Les prix de vente consommateurs du légume surgelé sont passés de 2,10 € en 2010 à 1,83 € en 2020. Je rappelle, en même temps, il y a eu de l'inflation sur les salaires tous les ans, enfin bon, tout ce qu'on connaît tous parfaitement. Donc ça pose, comment dirais-je, au moment où on s'engage sur des démarches agroécologiques, sur une montée en qualité des produits, force est de constater que l'équation économique, elle est extrêmement tendue. Alors vous me poserez la question, ok, très bien, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de dégâts au niveau de la filière? Il y a deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue collège des producteurs, il y a eu en parallèle une hausse des rendements. Vous voyez ici le rendement des pois, le rendement des haricots verts. Donc il a permis quelque part d'absorber cette destruction de valeur prix de vente consommateur. Mais vous voyez aussi comme moi que, et on ne fera pas le débat ici du dérèglement climatique, mais qu'on atteint un pic et qu'aujourd'hui, notamment sur les petits pois, qui est un des plus gros légumes de la filière en termes de tonnage, et ben aujourd'hui, on a une baisse des rendements moyens par hectare. Donc il n'y a plus de gain de productivité à l'amont sur
des légumes. En parallèle, les industriels ont rationalisé leur parc industriel, puisqu'on est passé de 38 sites industriels en 2002 à 23 sites industriels en 2020. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la capacité industrielle, elle est vraiment adaptée à la demande du marché. Et Jean-Claude et Cyril vous l'illustreront après. Mais que quand on a des aléas, des pics de production dans les campagnes dus au dérèglement climatique, eh ben on a des sites industriels qui sont de moins en moins capables d'absorber ces pics de production. Donc ça met, comment dirais-je, la filière en péril. Et ce qu'on dit, c'est qu'on est arrivé certainement au bout du fonctionnement d'un schéma ou d'une rationalisation de la filière. Et c'est pour ça qu'on fonde des espoirs sur la loi Egalim. Mais l'enjeu, il est vraiment de créer de la valeur ajoutée avant de la répartir. Et ça, dans un contexte où parfois on entend de manière démagogique les politiques en disant zéro inflation sur les produits alimentaires. Vraiment, là, il y a quelque chose qui ne cadre pas par rapport aux attentes et par rapport à la réalité économique de notre filière. Donc c'est assez paradoxal, une filière résistante, une demande des produits et la demande en produits végétaux ne cesse d'augmenter, il faut être clair. Ils ont été fortement plébiscités dans le Covid. Ils continuent à être plébiscités par les consommateurs et on ne peut que s'en féliciter. Et c'est ce que va illustrer pour vous Cyril maintenant. Bonjour à tous, merci Olivier. Effectivement, moi je voudrais vous parler un petit peu effectivement de l'évolution de ces catégories, des produits, des légumes surgelés et des légumes apertisés ou en conserve ou conservés. Bien évidemment, ces catégories, ce sont des catégories historiques de fonds de placard, de fonds de congélateur. Et pour autant, le message qu'on souhaite vous passer aujourd'hui et qui a été reconfirmé par les tendances de consommation à court terme, c'est que ce sont des catégories de produits incroyablement d'actualité au regard des besoins, des attentes et des tendances des consommateurs aujourd'hui et demain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont justement en attente de catégories accessibles. Ces catégories de produits font partie de celles qui sont les plus accessibles de l'agroalimentaire aujourd'hui en termes de positionnement de prix. C'est la résultante aussi de l'introduction des points couverts par l'introduction d'Olivier. Ce sont des catégories qui correspondent au dynamisme des catégories et des attentes en termes de végétalisation de l'alimentation. Ce sont des catégories locales et puis bien évidemment de produits peu transformés dans leur ensemble. Donc la résultante, c'est que ces catégories, elles touchent quasiment tout le monde. Vous le voyez, 8 Français sur 10. Ce sont les données du panel Kantar. On est quasiment à 100% des Français sur les légumes en conserve. Donc ce sont bien des catégories quotidiennes, des consommations qui sont très démocratisées et installées dans le quotidien des Français. Alors si on regarde un petit peu plus à court terme, ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années, un peu compliqué bien évidemment, marqué par la crise sanitaire et les confinements et puis les tensions sur nos marchés, on a eu donc en grande distribution, vous avez ici des données sur la grande distribution, sur la conserve, une très forte explosion de la demande liée à la consommation à domicile, mais aussi liée bien évidemment au fait que lié à l'incapacité de faire ses courses aussi fréquemment durant les différentes périodes de confinement, bien évidemment, les consommateurs ont privilégié des biens stockables et à la conservation plus longue. Et donc ça a été le cas. Alors on voit depuis, bien évidemment, en 2021 que cette tendance est beaucoup moins marquée, qu'on est revenu à des volumes légèrement supérieurs à ceux de la période pré-Covid, donc qui marque encore que ces volumes ont bien été consommés, plébiscités par les consommateurs. Dans ce contexte, il est aussi notable, et ça fait partie aussi probablement des résultats de notre plan de filière qui nous a permis de doubler notre production de volume de bio en 3 ans. Vous voyez la forte progression du bio également dans ce contexte. Si on regarde sur le surgelé, on constate effectivement le même dynamisme, c'est-à-dire que pendant la crise, il y a eu une très forte accélération de la consommation des légumes surgelés. Vous avez vu aussi qu'il y avait des gains potentiels de pénétration, puisqu'on avait seulement 8 foyers sur 10 acheteurs. Eh bien, là, ce qu'on constate, c'est que malgré le retour à, on va dire, un mode de vie plus proche de la normale, même si nous ne sommes pas sortis de cette crise sanitaire, on constate des gains incrémentaux pour la catégorie des légumes surgelés très significatifs et une augmentation des quantités consommées. Donc c'est là encore une progression notable pour les légumes surgelés, avec également une production très forte du bio. Si maintenant on s'intéresse un petit peu au marché hors domicile, puisque en fait nos catégories sont aussi bien évidemment présentes sur le marché hors domicile et même très présentes en ce qui concerne les légumes surgelés, pour lesquels les consommations hors domicile représentaient la moitié des volumes de notre filière. Bien évidemment, la crise a impacté toutes ces activités. Il est quand même important de noter
que ces légumes conservés, que ce soit surgelés ou en conserve, ont moins reculé dans ce circuit que les légumes frais. Tout simplement parce que justement, face aux incertitudes de ces ouvertures-réouvertures, de stop and go, bien évidemment, les biens stockables et durables ont également été privilégiés par un certain nombre d'acteurs. C'est notamment le cas aussi de la restauration sociale. Donc, au final, bien évidemment, une tendance très très différente entre leur domicile et la grande distribution. Si on regarde un tout petit peu plus en détail, là où en surgelé, je vous le disais, la moitié des volumes étaient, enfin le réseau de la consommation hors domicile représentait plus de la moitié des volumes avant la crise. Il ne représente plus que 40% aujourd'hui, puisqu'on a effectivement perdu à peu près l'équivalent de 60 000 tonnes de produits liés justement à ces confinements et restrictions successives. C'est notamment marqué aussi parce qu'une forte consommation est liée à la restauration sociale, qui est certes restée active, mais a été fortement impactée. Il en est de même pour le marché de la conserve, qui est lui moins présent sur le marché de la restauration en domicile, mais qui toutefois a perdu l'équivalent d'à peu près 23 000 tonnes liées à cette tendance sur les 2 dernières années. Donc au final, on voit bien effectivement qu'on a eu des tendances très très différentes, mais que les consommateurs ont majoritairement effectivement plébiscité ces catégories qui sont, je le redis, particulièrement d'actualité aujourd'hui durant les 2 dernières années compliquées que nous venons de traverser. Maintenant, si on parle un petit peu du plus court terme et de la campagne 2021, je vais laisser la parole à Jean-Claude Auran. Merci Cyril, et puis bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la production, de la campagne que nous venons de vivre. Donc, nous avons eu en 2021 une campagne véritablement en demi-teinte. Nous avions des besoins industriels en hausse, mais une production qui n'était pas toujours au rendez-vous. D'une manière générale, donc nous avons une campagne en dessous de nos attentes. Des attentes en matière de volume qui étaient pourtant en progression significative par rapport à 2020, puisqu'on nous demandait 10% de plus en production. Mais nous avons eu des surfaces mises en culture insuffisantes par rapport aux besoins. Alors, pourquoi nous n'avons pas trouvé nos surfaces? D'une part, nous avons vécu en 2021 une concurrence importante des cultures moins risquées et plus rémunératrices dues aux envolées des cours, notamment des céréales. Et puis, nous avons aussi eu des semis retardés, voire même annulés partiellement, à cause des aléas climatiques de la météo. Au final, nous avons des volumes récoltés qui sont globalement en hausse en rendement à l'hectare, donc légèrement en hausse par rapport à l'année précédente, mais bien en dessous des volumes qui étaient attendus. Alors nous avons eu une campagne chahutée bien sûr par les aléas climatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, des aléas climatiques tels que le gel au mois d'avril, des pluies au printemps, du froid pendant la période d'été et des pluies de retour au moment de la récolte en début d'automne. Nous avons aussi eu des aléas sanitaires importants qui ont été amplifiés par cette météo avec moins de protection disponible pour protéger nos cultures, donc, ce qui a amplifié donc, les problèmes sanitaires. Des parcelles qui n'ont pas pu être récoltées parce que non conformes au cahier des charges, donc sur une qualité qui était dégradée, une qualité produit qui était dégradée. Des rendements très impactés avec une grande variabilité de rendement. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau ces 3-4 dernières années. C'est-à-dire que quand on regarde l'historique de nos productions, ces 20 dernières années, on avait des rendements qui étaient, alors je ne vais pas dire linéaires, mais qui étaient relativement stables d'une année sur l'autre. Et aujourd'hui, on a des rendements qui sont très variables entre les mini et les maxi, avec des grands écarts impressionnants. Alors des périodes de campagne aussi sans récolte, puisque nous n'avons pas pu emblaver, semer, respecter les plannings, donc on a été impacté sur les récoltes. Je prends un exemple concret du haricot. 15 jours de non-semis au mois de juin, c'est ce qui nous est arrivé. C'est 10 jours de récolte en moins sur le mois d'août. Le mois d'août qui est le mois idéal pour récolter du haricot.
Donc tout ça, ça induit des périodes de sous-réalisation pour nos industriels pendant le mois d'août, puisque les usines n'ont pas tourné à pleine capacité, voire même certaines ont pu être mises en arrêt momentané. Donc forcément, ça induit des coûts. Sur cette prochaine slide, on vous présente donc des graphiques, des courbes sur les rendements de la culture de pois, qui étaient somme toute correctes, mais avec beaucoup d'abandon pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, donc les aléas climatiques, non-conformité donc au cahier des charges. Donc vous voyez qu'on a des augmentations de surface significatives, mais on a aussi une forte fluctuation de rendement, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons des grands écarts, on fait le grand écart entre les mini et les maxi. Les écarts entre les volumes récoltés et les volumes contractualisés étaient déjà de moins 14% en 2020 et ils sont encore de moins 6% sur 2021. Donc, ce que je voudrais que si vous aviez qu'une seule chose à retenir, je vais répéter un petit peu ce que Olivier a dit, a expliqué tout à l'heure. S'il y avait vraiment une seule chose à retenir, c'est que sur la tendance générale, sur ces 10 dernières années, nous sommes passés d'une situation où nous avions des gains de productivité, ce qui nous a aidé à passer des caps et à tirer des prix malheureusement toujours trop bas, à une situation de perte de productivité. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une situation de perte de productivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour honorer nos commandes industrielles, il nous faut faire plus d'hectares pour récolter un même volume de légumes. Donc mécaniquement, c'est ce qui renchérit le coût matière, le coût de la matière première. Mécaniquement, forcément, ça va renchérir le coût de la matière première. Donc je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ce changement d'évolution que nous avons dans nos productions, alors qui sont liés bien sûr au changement climatique, qui sont liés aussi au manque de moyens de protection de nos cultures, donc qui font que au final, on est sur des baisses de productivité, ce que nous n'avions pas connu ces 20 dernières années. Alors nous avons une filière aussi qui est de plus en plus challengée. Alors nous avons tous entendu sur les différents médias que nous avons eu un regain de confiance pour nos productions, pour nos légumes, mais ça a été tempéré par une conjoncture 2021 très inédite. En effet, l'attractivité de nos cultures a été amputée par des cours historiquement hauts en céréales. Je vous donne des exemples d'évolution de prix par rapport à 2020. En blé, on a eu des hausses de plus de 45%. En colza, on a eu une hausse de plus de 75%. Donc aujourd'hui, les producteurs ont fait des choix moins risqués et plus rémunérateurs en laissant tomber donc les productions légumières. On rajoute à ça des hausses de nos charges, notamment de prix des intrants agricoles, avec aussi la possibilité sur 2022, là je parle de l'année qui va arriver, des retards de livraison de nos intrants, voire même de disponibilité qui ne sont même pas garantis. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des produits qui de toute façon manqueront et que tous les producteurs ne seront pas forcément livrés dans les intrants qu'ils auront besoin pour mettre en place leur culture. Je donne l'exemple d'évolution de prix sur les intrants, donc plus 10% qui sont prévus donc, sur 2021 et 2022, et plus 40% pour les engrais. Donc bien entendu, tous ces phénomènes-là, ça accentue les difficultés à sécuriser nos légumes sur la période 2022, vous l'avez bien compris, on est plutôt soucieux, voire inquiet. Et il y a un risque, bien sûr, d'impasse technique sur nos cultures, avec des baisses de rendement, si, bien sûr, on n'arrive pas, si les producteurs n'arrivent pas à avoir les intrants nécessaires pour pouvoir faire dans de bonnes conditions leur production. Voilà, donc je repasse la parole à Cyril. Oui, je voudrais vraiment renforcer en fait ce que Jean-Claude vient de rappeler, c'est qu'on fait vraiment face à un apparent paradoxe, avec pour partie une filière et des catégories de produits plébiscités, attendus, en ligne avec le développement des usages et des besoins de nos consommateurs, vous l'avez vu encore très récemment, et en même temps une filière vraiment
fragilisés avec de vrais risques liés avec ces tensions, liés à ces tensions que l'on espère conjoncturelles à court terme, mais dont personne ne connaît vraiment exactement l'issue, qui font que, oui, Jean-Claude l'a dit, on a un risque de désamour de nos cultures qui sont compliquées et qui font face à la concurrence de cultures plus simples, plus rémunératrices à très court terme. Et à ces risques s'ajoute un contexte sans précédent également d'inflation de l'ensemble de nos process industriels. Donc vous avez ici certains exemples. Donc bien évidemment, dans nos produits, le coût des emballages est significatif. Vous voyez, on fait déjà face à 20% d'augmentation du coût, par exemple, du plastique nécessaire, bien évidemment, par exemple, sur les surgelés, essentiellement. Mais particulièrement critique également l'inflation sans précédent de l'acier, qui va forcément être un enjeu majeur pour les aliments apertisés, les conserves de légumes apertisés dans notre cas, dont bien évidemment l'acier est le constituant principal. Je vous rappelle que ça représentait déjà jusqu'à 40-50% du coût de revient, du coût de fabrication de nos produits, de telle hausse, puisqu'on voit une augmentation du prix de l'acier depuis le début de 2021 de plus déjà de 75%, c'est absolument colossal. Vous représentez des défis majeurs au-delà ou en plus des problématiques de sécurisation de nos surfaces. Bien évidemment, comme l'ensemble des industries, on fait également face à une inflation forte de nos coûts de production à travers les coûts de l'énergie. C'est bien évidemment une situation à laquelle nous faisons également face. Au-delà de ces coûts des matières, nous avons aussi de fortes tensions sur la disponibilité de main-d'œuvre. On est ici à l'école Ferrandi, à l'école de gastronomie, un acteur majeur de l'hôtellerie, de la restauration. C'est que c'est un secteur qui souffre, et vous le savez tous, vous l'avez tous lu également, qui souffre d'une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Sachez que cette pénurie de main-d'œuvre, nous l'avons constatée dans nos champs, dès la récolte, mais plus particulièrement sur nos sites de production dès cette année, où nous n'avons pas pu tourner à pleine capacité par certains moments, justement par un manque d'accès aujourd'hui à cette main-d'œuvre. Et donc c'est un nouveau défi auquel nous devons faire face, ainsi que bien évidemment des tensions sur nos chaînes d'approvisionnement et sur notamment les aspects transport comme de nombreux services. Voilà effectivement en quoi aujourd'hui on continue effectivement de vivre avec cette tension très forte, à la fois une vraie attente et des vrais enjeux et des vraies tensions sur les disponibilités, l'accessibilité et le modèle économique de nos activités. Alors, on vient de parler donc d'un contexte, et Cyril a dit, un contexte conjoncturel inédit, bien malin aujourd'hui qui peut dire ce qui relève du conjoncturel et du structurel. Néanmoins, les deux s'additionnent. Donc on a fait, faisant ce constat, on a lancé, comme je vous l'avais dit en introduction, une démarche, une volonté en tout cas pour la filière de s'engager collectivement. Et donc on a commencé à réaliser un diagnostic en prenant juste en considération justement tous les aspects, tous les défis culturels et structurels. Vous voyez devant vous, il y a un certain nombre de défis, certains qui sont liés aux nouvelles attentes sociétales des consommateurs, certains qui sont liés, et Jean-Claude l'a illustré, sur le changement climatique. Je ne sais pas ce qui se passera dans l'avenir, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une filière, pour être résiliente, elle doit s'adapter. Et que quand on parle de développement durable, le premier facteur de durabilité, c'est quand même la pérennité économique. Alors faisant foi de ce constat, donc on a décidé, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin et de réfléchir comment est-ce qu'on va adresser les différents défis. Alors, il faut quand même reconnaître que, et c'était la raison pour laquelle, quand on a fait notre premier galop d'essai en janvier sur la communication, il y a tout un tas déjà d'initiatives tout à fait dynamiques qui existent dans la filière, certaines qui avaient été initiées dans le plan de filière, qui avaient été fortement suggérées par les pouvoirs publics. Et quand on voit aujourd'hui que 40% des exploitations qui sont impliquées dans la filière légumes industrie sont en phase de certification environnementale, que la production de bio, et Cyril l'a dit, a été multipliée par 3 en 10 ans, et qu'aujourd'hui c'est 5 à 6% de la production totale qui est en production biologique. Donc il y a déjà toute une dynamique de filière qui a été initiée, sur lequel, j'en conviens, on n'a peut-être pas été très très bon en termes de communication, mais on va y revenir. Donc aujourd'hui, on souhaite aller plus loin. La communication, c'est bien. On veut aujourd'hui prendre des engagements vis-à-vis de nos différentes parties prenantes. C'est les médias, les pouvoirs publics,
c'est les associations de consommateurs, les ONG. Et pour ce faire, on a entrepris une dynamique. On s'est déjà adossé à un cabinet spécialisé qui nous a aidés dans la structuration de notre réflexion de démarche RSE. Et on a fait aujourd'hui, on fait un bilan d'étape. Et avec cette démarche, la première étape, c'est qu'on est arrivé à déterminer ce qui relevait du collectif. Vous l'avez vu, il y a des défis qui sont partagés, puisqu'il ne faut pas oublier que les différents acteurs de l'interprofession aussi et se poser la question, qu'est-ce qui relève de la stratégie de chaque entreprise, qu'est-ce qui relève de la stratégie ou les défis au niveau de l'interprofession. Donc il a fallu faire un premier tri, ce sur quoi nous allions nous engager collectivement, notamment tout ce qui tourne autour du climat et de la biodiversité. Donc on est arrivé à ce diagnostic de filière qui met en exergue aujourd'hui les forces de la filière et aussi les défis que nous allons devoir, comment dirais-je, adresser dans les prochaines années. Au niveau des forces, bon, on l'a dit, il y a tout ce qui est le maillage territorial, il y a une filière qui est structurée et qui s'est structurée par elle-même et qui est résiliente, qui s'auto-alimente. Et les défis de filière, eh ben, on en a un petit peu parlé avec Cyril et Jean-Claude. Il y a un point à ne pas oublier, c'est que c'est quand même paradoxal aujourd'hui d'avoir une filière qui va avoir du mal à alimenter ses outils industriels, qui va avoir du mal à alimenter du coup les marchés derrière, au moment où justement la demande attire. Et un point important, on l'a mentionné sur la difficulté de trouver de la matière première, mais quand Jean-Claude Oran mentionnait le fait qu'aujourd'hui certains producteurs pourraient se désengager des filières légumières pour aller sur les céréales, il y a aussi un défi de renouvellement de génération au niveau des producteurs, et ça, il va falloir l'adresser de manière urgente, et ça passera par l'attractivité économique de notre filière. Donc on a fait ce premier diagnostic aujourd'hui de filière, les forces et les points d'amélioration, et pour aller plus loin, on a aussi travaillé ensuite sur quels sont les enjeux qui nous semblent prioritaires. Et on est parti, quand on a recensé tous les enjeux, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, on est parti de 30 enjeux. On a fait un petit peu une liste à l'après-vert. Et en se disant, oui, on ne va pas pouvoir tout résoudre du jour au lendemain, donc il va falloir qu'on hiérarchise nos enjeux selon deux axes. Vous voyez sur la matrice qui se trouve à gauche sur l'écran. Qu'est-ce qui relève d'une importance stratégique pour la filière et qu'est-ce qui est important en termes d'impact réputationnel pour la filière. Et en passant les différents critères au crible de cette matrice, on est arrivé à une liste de 10 thématiques sous 3 catégories ombrelles, hein, tout ce qui tourne autour de l'environnement, de la société et des attentes des consommateurs en termes de qualité et nutrition. Je dirais qu'il n'y a pas de grande surprise. Si on se focalise sur l'environnement, Jean-Claude en a parlé, et on sait qu'il y a une demande sur une réponse, en tout cas pour une utilisation responsable d'intrants agricoles, la gestion des ressources en eau, la protection de la biodiversité, ce sont des attentes sociétales très fortes, et je peux vous dire qu'elles sont parfaitement prises en considération par aujourd'hui les différents acteurs de la filière. Le point important sur la société, et je ne veux pas insister, vous l'avez tous compris, c'est la juste rémunération des acteurs de la filière, donc c'est vraiment la création de valeur ajoutée pour la filière. Et vous avez vu les inflations, notamment sur les produits en conserve qui s'annoncent devant nous. Il va bien falloir qu'à un moment quelqu'un paye, et qu'on a peut-être oublié en France que la qualité de l'alimentation, ça a un coût, et que, moi c'est toujours ce que je dis, c'est que la santé, ça commence par ce que vous mettez dans votre assiette. Et ça, à un moment ou à un autre, il n'y aura pas de miracle. Vous avez vu, il n'y a plus de gisement de productivité sur les rendements hectares, il n'y a plus de gisement ou comment dirais-je, de réservoirs de productivité au niveau des outils industriels. Ça va passer, dans le cadre de la loi Egalim ou pas, par justement un moment une juste rémunération et une juste valorisation de nos produits. Alors, donc, maintenant qu'on a fait ce diagnostic, que nous avons engagé la démarche, et je peux vous dire que ce n'était pas gagné, même quand on s'est vu en janvier 2021. On savait qu'on se reverrait, et on vous l'avait dit, qu'on se reverrait fin d'année, mais ce n'était pas gagné, honnêtement, qu'on puisse arriver déjà à un diagnostic aussi clair, parce qu'il faut qu'on mette tout le monde d'accord, et d'arriver à ce diagnostic de filière, c'est une première étape, et on en est très fiers. Donc on a tous travaillé l'été sur cette démarche.
Maintenant, les prochaines étapes, c'est sur les 10 critères que nous vous avons montrés, c'est de définir collectivement quelle est notre ambition et d'y mettre des données chiffrées derrière. Parce qu'on s'engage, et on reviendra, au printemps 2022, on prend l'engagement devant vous, pour vous présenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire quand on s'engage sur la protection de la biodiversité, avec des critères chiffrés, transparents, qu'on communiquera de manière régulière. Parce que ça aussi, ça fait partie des attentes sociétales, de créer de la transparence, et de la transparence naît la confiance. Donc il faut, si besoin en était, maintenir le dialogue avec les différentes parties prenantes, dont avec vous, les médias, parce que vous êtes un acteur essentiel aussi dans la création de la réputation de nos produits. Et une fois qu'on aura défini les ambitions, ben, on rentrera dans la phase de déploiement entre 2022 et 2025, et bon, même si certaines actions, comme on vous l'a montré, sont déjà en cours de déploiement. Donc en conclusion, le message qu'on voulait passer, c'est que nous sommes une filière, et on a la chance en France d'avoir une filière d'excellence. On l'avait dit, aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, et ben on est une filière d'excellence et on a cette chance. Je rappelle quand même qu'en termes de consommation de légumes surgelés, le marché français n'est pas autosuffisant. Donc ça aussi c'est quand même un premier signal d'alarme. Mais en tout cas, on est prêt pour faire face à la troisième révolution agricole et alimentaire, d'un point de vue nutritionnel, environnemental, en termes de compétitivité, et preuve que on n'a pas peur et qu'on est confiant dans nos forces, et conscient aussi des défis qui sont devant nous, mais qu'on s'engagera sur des données chiffrées, et ça, si besoin en était, c'est une preuve, en tout cas un gage de confiance dans la filière et de transparence vis-à-vis des différentes parties prenantes. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On reviendra. Et puis maintenant, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir laisser un petit peu d'espace pour un temps de questions-réponses, et on les reprendra avec grand plaisir. Merci pour votre participation. Pareil, la première est toujours plus difficile à venir. Oui, bonjour. Jean-François Aubry, le monde du surgelé. Alors j'ai deux questions. Vous évoquez la situation compliquée au niveau des prix pratiqués sur cette filière. Idéalement, pour vous, il faudrait envisager quelle augmentation des prix pour que ça puisse, un tant soit peu, convenir aux attentes des producteurs et n'oublions pas, des transformateurs industriels. Alors c'est une question, on est en plus en pleine négociation. Vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, elle aurait été complètement différente de la réponse que je peux faire aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas vous livrer un chiffre pour une raison très simple, c'est qu'on est actuellement en cours de discussion avec les producteurs par rapport à la campagne 2022. Donc savoir quel sera le coût de la matière première en 2022, je suis incapable de vous le dire à l'heure où je vous parle, puisqu'on n'a pas encore finalisé les contrats. Vous avez vu les inflations sur l'acier, mais les inflations qu'on a également sur le coût de l'énergie est absolument faramineux. Et sans oublier le coût du personnel, parce que si on crée de l'inflation, il va bien falloir qu'à un moment quelqu'un paye. Les consommateurs, ce sont aussi nos salariés. On est sur aujourd'hui des hausses salariales qui sont très conséquentes. Quand on a une inflation déjà à 2,2%, une révélation du SMIC à 2,2%, vous imaginez bien que sur une filière qui est déjà en mal d'attractivité pour avoir des salariés, si on ne bat pas un peu l'inflation, c'est compliqué. Donc je ne vous fais pas une réponse à la Alors je vais retourner ma question. Est-ce que vous avez eu, vous êtes penché sur le surcoût? Par exemple, si on prend une unité de conso classique, un emballage de légumes surgelés, excusez-moi, je parle des surges, mais c'est pareil pour la conserve. On prend un emballage classique de 250 grammes. Est-ce que vous avez estimé l'impact financier de tous les coûts, production, matière, sur le prix de ce produit, sur le coût de revient? Oui, forcément qu'on l'a fait. Oui. Ouais, et ça donne quoi, globalement? Vous êtes persistant, c'est bien. Non, mais c'est aussi c'est un bon exemple pour montrer concrètement l'impact que ça a sur je le précise, sur une unité bien conso. Alors, ça parlera quand même aux distributeurs aussi. Oui, bien sûr. Alors, ce que je veux dire, c'est que pour refléter les inflations qu'on a aujourd'hui, comme on l'a montré à tous les niveaux, que ce soit sur la supply chain, enfin sur la chaîne de distribution,
il faut au moins passer une hausse à 2 chiffres, au moins. À 2 chiffres, Ouais. oui. Bah, déjà, c'est... Voilà, je vous donne une première indication, mais c'est même une hausse à 2 chiffres. Prenez le coût du kilowattheure aujourd'hui. Je dirais que, quelque chose, on n'a pas insisté là-dessus, mais quand Jean-Claude Oran vous dit qu'il y a des usines qui ont été arrêtées, c'est vrai. On a eu en plein mois d'août. Or, on est sur des industries qui sont très capitalistiques. Quand vous avez un outil industriel qui ne tourne pas pendant 2-3 semaines ou qui ne tourne pas à pleine capacité pendant 2-3 semaines, mais le coût il est faramineux. Je ne vais pas rentrer dans le détail plus d'absorption de coûts fixes, mais pour un industriel, c'est terrible. Donc, pour répondre à votre question sur la partie plus surgelée, à Pertizé, peut-être Cyril voudrait en dire un mot, mais il faudrait passer des hausses à 2 chiffres. Au moins 10%, oui. Ouais. Et Alors, vous avez vu, encore une fois, la courbe sur 20 ans, moins 26%. Et la deuxième question, c'était est-ce que concernant ces objectifs que vous allez fixer au printemps 2022, est-ce que ce sont des objectifs qui vont être les mêmes sur tous les marchés visés par les légumes? Est-ce que c'est des objectifs qui vont être précisés pour le marché consommateur, d'autres pour le food service? Alors, j'ai pas encore cette subtilité, puisque là, on est arrivé au fait, on a sélectionné les 10 critères sur lesquels on va travailler. Est-ce qu'il sera pertinent d'avoir des indicateurs différents entre la restauration et la grande distribution? Je sais pas. On n'est pas arrivé à ce niveau à cette finesse d'analyse, mais en tout cas, on le partagera avec vous. Il est vraisemblable que la législation étant différente, notamment sur la restauration, et vous connaissez très bien le secteur avec tout ce qui est atteinte par rapport aux produits de qualité, certification environnementale, qui sont plus valorisés, ou ce qu'il y a un cadre législatif qui n'est pas un cadre législatif qu'on peut avoir sur la distribution, puisque l'objectif, je rappelle, du gouvernement est d'avoir à l'horizon, je sais plus, 2025, 50% de la restauration collective issue avec des produits issus de filières qualité, donc le bio ou la certification environnementale. Forcément, le cadre législatif fait qu'il y a un cadre déjà qui nous est donné, ce qui n'est pas vrai sur la distribution grand public, comme on l'appelle. Donc il se peut que ce soit pertinent, mais vous savez, on n'est pas encore arrivé à cette analyse. C'est un bon point d'ailleurs qu'on va prendre dans le cadre de nos réflexions. Oui, Jean-Marc Chollet, Actuagri. Tous ces engagements en faveur de la RSE, ça va automatiquement amener une augmentation, une nouvelle augmentation de vos prix de revient. Vous l'évaluez à combien également? Comment est-ce que vous pouvez à la fois faire face à vos difficultés conjoncturelles actuelles et vous engager dans des démarches qui vont automatiquement augmenter le prix de revient? Est-ce que tu veux répondre, Jean-Claude avant de laisser le micro à Jean-Claude, c'est pour ça qu'on a bien dit, au début, l'enjeu, c'est la création de valeur ajoutée. Et quelque part, aujourd'hui, c'est le cadre législatif, quand le gouvernement veut que 50% des produits servis dans les cantines soient du bio, il y a un moment, il faut bien le payer. On ne pourra pas, même si on l'a entendu à certains moments, on l'entend un petit peu moins maintenant, des discours un peu démagogues en disant qu'on vendra le bio au prix du conventionnel. Vous imaginez le message que ça envoie dans les campagnes. Donc à un moment, il faudra cette revalorisation. Elle passera aussi par une revalorisation au niveau des consommateurs, forcément. Et quand on voyage un petit peu sur les autres marchés en Europe et au niveau mondial, je dis qu'on a une chance en France. C'est une chance quand on est du côté consommateur, c'est d'avoir une alimentation de qualité à des prix extrêmement compétitifs. Mais qu'à un moment, on arrive au bout d'un système. Oui, pour répondre à votre question, l'engagement dans la démarche RSE occasionnera des coûts qui vont être engendrés, mais qui sont infimes par rapport à l'objectif que l'on recherche. C'est-à-dire que nous avons souffert quand même pendant ces 20 dernières années peut-être d'un manque de communication, un manque de transparence, donc nous n'étions pas visibles. Nous sommes malgré tout une toute petite filière. Il ne faut pas oublier que la filière légumes transformés par rapport à d'autres filières comme les céréales, qui sont des mastodons. Nous sommes une toute petite filière et nous avons besoin justement de nous montrer, d'être visibles, de communiquer et de pouvoir
être compris aussi, notamment de la part des pouvoirs publics, pour qu'on puisse faire évoluer notre filière et aller dans cette mutation profonde de cette transition agroécologique, puisque nous sommes inscrits fondamentalement dans cette évolution, sauf que tout seul, on s'aperçoit qu'il va être très très compliqué d'avancer, surtout au rythme que les pouvoirs publics voudraient nous imposer. Donc je pense que cette RSE-là va venir justement conforter, nous aider à mieux avancer dans cette démarche. Donc tout du moins, c'est l'objectif. Après, sur l'inflation, pour compléter un peu ce qui a été dit tout à l'heure, on est sur une inflation galopante, c'est du jamais vu. On a des prix qui bougent énormément et à une vitesse incroyable, puisque en septembre, on n'avait pas du tout les mêmes prix. Aujourd'hui, ils ont encore augmenté. Demain, qui sait ce qui va se passer? Moi, je vous citerai un exemple très concret. Je suis agriculteur. J'ai négocié la semaine dernière mes contrats en approvisionnement d'électricité. Donc, j'ai demandé à plusieurs fournisseurs de faire des propositions. Et sur la mieux-disante, l'opérateur m'a dit écoutez, il faut signer tout de suite. Tout de suite. Parce que demain, ce ne sera plus le même prix. J'ai attendu, j'ai laissé passer le week-end. Et la semaine d'après, j'avais pris 2% d'augmentation. Donc, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans un contexte atypique par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions, mais on n'est pas les seuls. Et on regarde ce que l'on fait et on essaie de s'adapter. De toute façon, on n'a pas le choix que de s'adapter aux conjonctures du moment. Peut-être pour compléter aussi la réponse à la question, qui est d'importance, c'est que toutefois rappeler qu'il y a quand même un caractère inéluctable finalement dans cette nécessité de répondre aux attentes de la société, des consommateurs, et que de toute façon c'est un mouvement qui est un mouvement, je pense, sans retour, et également finalement un mouvement dont le coût apparent à court terme est probablement très relatif au coût de l'inaction à moyen terme. Et donc ça, je pense qu'on en est tous conscients. Nous sommes dans des démarches, avec l'Unilet, on s'inscrit dans un temps long. On est métier il n'y a pas que le temps de conservation de nos produits qui est long. On s'inscrit dans un temps long et on sait que justement être plus responsable sur la protection des sols, la protection de l'environnement, adresser nos problématiques d'emploi, d'attractivité, c'est un investissement et qu'il y a justement une attente et une capacité des consommateurs aussi à valoriser ces approches sur des produits qui, je le rappelle, sont des produits accessibles en termes de prix et sur lesquels des hausses qui peuvent sembler significatives se traduisent en centimes, dizaines de centimes sur un acte d'achat pour le consommateur. Oui, Benoît Julien, Agence ICAL. Pour revenir sur la campagne 2021, avec des besoins industriels en hausse de 10% et manifestement une production en recul, est-ce que d'abord vous chiffrez ce recul? Deuxièmement, comment les industriels ont fait? Justement, est-ce qu'ils ont réduit leur production ou ils ont tout bêtement fait appel à l'importation, ce que j'imagine? Première question. Deuxième question, sur 2022, les mises en culture, quelles sont les prévisions de mise en culture, enfin de baisse mise en culture par rapport à la concurrence des céréales que vous évoquiez? Et troisième question liée à ça, par rapport à la démarche RSE, justement, est-ce que ça ne va pas compliquer la mise en place d'une démarche RSE si vous devenez plus tributaire des importations par rapport à votre approvisionnement en matières premières? Merci. Donc tout d'abord, quand vous parlez d'importation, de production pour nos industriels, sachez quand même qu'on travaille avec des légumes frais qui sont récoltés et qui sont conservés dans les heures qui suivent. Donc c'est compliqué d'aller acheter des légumes frais pour pouvoir transformer et faire tourner nos sites industriels qui sont déjà localisés et qu'on ne peut pas délocaliser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, le distributeur pourra toujours s'approvisionner ailleurs qu'en France, mais on ne sera pas sur des légumes, donc produits France. Donc voilà. Après, l'autre question, c'était? Oui, sur 2022. Bon, je ne vous cacherai pas qu'au vu des marchés de la céréale, forcément, ça ne nous aide pas du tout. On est un peu inquiet. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de producteurs aujourd'hui qui se désintéressent, qui se détournent des productions légumes par pragmatisme et par rentabilité immédiate, et ils vont tout de suite s'orienter sur des céréales. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas de tous les producteurs, parce que
dans le choix des productions qu'un agriculteur doit mettre en place, il n'y a pas que la rentabilité économique, il y a aussi tout un système de rotation sur son exploitation. Or, vous le savez peut-être, mais la prochaine PAC va justement obliger les agriculteurs à rallonger leur rotation, à mettre des cultures supplémentaires dans leur rotation. Donc les légumes viennent justement compléter cette demande-là et on apporte un élément de réponse justement aux producteurs pour allonger les rotations. Après, ce sont des légumes, c'est une très bonne tête d'assolement aussi. On sait que derrière un légume, on peut faire une céréale et on a un gain potentiel de 10 quintaux parce que c'est une tête d'assolement, parce que c'est une légumineuse. Donc, bon, il y a tous ces éléments-là qui sont pris en compte par un grand nombre de producteurs. Hein. Mais on a un petit pourcentage de producteurs qui, effectivement, ont fait le choix déjà de s'orienter sur des cultures plus rémunératrices. Pardon, excusez-moi, Olivia Détroyat du Figaro. Est-ce que vous avez chiffré la part des surfaces qui ont été Alors, que vous avez perdues et surtout ce que vous... Ouais, précisément non, mais on est dans une fourchette, je vais vous donner une fourchette, on est dans une fourchette autour de 10%, en plus, en moins. Ça peut aller, voilà. Donc, après, le chiffre précis, je ne saurais pas le dire. Et ça, 10% en moins, c'était sur la dernière campagne. Oui. Et vous pensez que ça va s'accentuer Alors, sur la prochaine ? Pour 2022, justement, nous avons anticipé par rapport à ce que nous faisions d'habitude. D'ailleurs, nous avons anticipé, nous avons déjà annoncé à nos producteurs, courant octobre, les volumes de production que nous avons prévus pour la campagne 2022, à savoir une reconduction des surfaces que nous avions en 2021, c'est-à-dire que nous proposons les mêmes quantités de surface que nous avions en 2021. Donc nous avons déjà prévenu nos producteurs de manière à ce qu'ils se préparent déjà et qu'ils réservent justement dans leurs assolements une part pour la production de légumes. Et bien entendu, nous avons communiqué sur une revalorisation du produit, puisque ça va de soi, on en a parlé tout à l'heure, hein, je ne vais pas en rajouter, mais effectivement, il est très compliqué d'annoncer des chiffres. Olivier a parlé d'une hausse à 2 chiffres. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas s'avancer, mais il y aura une revalorisation des prix des légumes à la production, ça c'est certain. Pour compléter la réponse sur le recours à l'importation, je tiens à confirmer que le recours à l'importation de légumes frais pour la transformation n'est pas une option pour notre activité. Ce qui n'est pas disponible en campagne n'est pas produit et donc est un vrai manque. Donc ça, c'est très clair. Et la seule façon dont nous pouvons quelque part récupérer ces volumes, c'est tout simplement d'augmenter nos objectifs de production sur la campagne postérieure. Et donc, quand on a essayé de reconstituer des stocks. Comme vous l'avez vu, ça se croise avec des baisses de rendement. Donc très concrètement, on doit mettre en blavé et mettre en production plus d'hectares pour essayer de produire soit les mêmes quantités, soit même moins de quantités. Alors, au midi, autrement, si on a eu une baisse des surfaces de 10% à peu près sur la campagne 21 et que vos propres besoins étaient en augmentation, est-ce que vous avez des stocks suffisants pour couvrir alors ? J'allais y venir. C'est qu'il y a toujours une période qui est critique dans nos activités, ce qu'on appelle la jonction de campagne. Donc arrivé au mois de mai-juin, où on tire sur les stocks de la campagne précédente avant le démarrage de la campagne suivante. Donc il se pourrait que effectivement la jonction de campagne soit tendue. Elle a déjà été tendue, même s'il n'y a pas eu de rupture massive dans les chaînes d'approvisionnement, mais sur certains légumes, elle a été comment dirais-je, elle a été tendue, oui, et il se peut qu'il y ait des tensions. Maintenant, pour rebondir aussi sur votre question, c'est le côté paradoxe que mentionnait Cyril. Un des axes de création de valeur pour notre filière, ça a été le développement du logo Fruits et légumes de France. Vous voyez aujourd'hui, c'est un vrai plébiscite. Il y a plus de 800 références dans le secteur, dans notre catégorie, par exemple, qui portent le logo Fruits et légumes de France. Le logo Fruits et légumes de France, qu'est-ce qu'il met en avant? Une récolte et une transformation sur le territoire français. Quand on doit aller chercher de la matière première, alors déjà, ce n'est pas de la matière première fraîche, effectivement, c'est des produits transformés, surgelés ou apertisés, si on doit le faire. De facto, on perd l'origine Fruits et légumes de France. Et ça va à l'encontre de notre plan de filière. Donc, vous imaginez le côté crève-cœur pour un industriel s'il doit aller chercher de la matière première à l'étranger. Donc, on essaye d'éviter au maximum.
Maintenant, c'est toujours l'équilibre qu'on doit gérer en tant qu'industriel entre gérer la rupture ou aller chercher des produits à l'étranger. Sur quel type de production il devrait y avoir le plus de tension? Et est-ce que vous craignez même des pénuries, enfin, de ne pas pouvoir livrer aux clients? Voilà, je vais laisser Jean-Claude répondre, mais vous avez vu dans les courbes de rendement, il y a quand même un légume qui est très critique. Et c'est vrai au niveau français, c'est vrai au niveau européen, c'est le pois, je pense. Mais c'est ça. Alors, il n'y a pas que le pois, hein. Je dirais il y a quand même, au niveau des grands légumes, pois, haricots, sur ces deux grands légumes, il y a véritablement il y aura peut-être quelques difficultés. Je ne sais pas comment les saisons vont se terminer et comment l'autre va démarrer. Mais là, à aujourd'hui, on ne peut pas donner d'éléments précis sur ce qui va pouvoir se passer. Bonjour Sylvie Lava-Bralessa. Dans ce contexte, comment vous voyez le développement de la production bio dans les légumes? L'évolution des productions bio en légumes se fait de façon constante, plutôt lente, mais constante. Donc on continue d'augmenter significativement les productions de bio. Néanmoins, à ce jour, on ne peut développer les productions bio que si le marché est en face. On est bien d'accord. Or, aujourd'hui, sur certains légumes, on a des marchés qui arrivent à saturation, qui se développeront peut-être dans les années à venir, mais qui, à aujourd'hui, stagnent. Donc, aujourd'hui, on a aussi des difficultés à trouver de nouveaux producteurs en production bio. Parce que concrètement, vous allez mieux comprendre, mais quand on s'engage dans la production bio, il n'y a pas que le légume. C'est-à-dire c'est l'exploitation tout entière qui s'engage dans la production bio. Donc ça veut dire qu'il faut inclure tout un tas de productions, dont les légumes, dans le système de production. Donc c'est pas simple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu de difficulté à trouver des nouveaux producteurs. Après, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez peut-être sur la partie production de légumes, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où le problème, c'est plus de savoir comment on va vendre nos produits, même si ça fait partie de nos préoccupations, parce que c'est quand même important. Mais on arrive aussi à un stade, je vous l'ai dit tout à l'heure, où on se pose la question de savoir comment on va produire. Comment on va produire? Est-ce qu'on est encore capable de produire en volume et en qualité les quantités de légumes qui sont nécessaires justement à nos industriels et au marché sur lequel nous commercialisons. Donc aujourd'hui, on en est véritablement là. Donc on a quand même peu de moyens, on a quand même le changement climatique qui vient nous impacter énormément, on a la concurrence, mais c'est comme ça, d'autres productions qui vient amputer donc, les productions légumières. Donc aujourd'hui, on se pose quand même des questions, on est sacrément chahuté, quoi. Juste pour rebondir sur votre question, parce que aujourd'hui, clairement, il y a une segmentation beaucoup plus forte des différents, des demandes consommateurs. Donc on parle du bio, du conventionnel, mais ce qu'il faut voir, et c'est une attente sociétale, donc dans la mesure où le consommateur le veut et les marchés ont toujours raison, il y a le bio, le conventionnel, mais dans le conventionnel aussi, il y a de la certification environnementale, il y a de la demande pour du sans résidu de pesticides, et vous imaginez bien que dès lors qu'on commence à sous-segmenter les différentes catégories, ça implique des coûts supplémentaires, ça implique une complexité industrielle au niveau du stockage, au niveau de la fabrication, au niveau de... Donc un des enjeux aussi demain sera de se dire, de choisir nos batailles, de rassurer le consommateur, avec aussi tous les logos. On parlait du logo fruits et légumes de France, pardon, mais il y a le logo bio, il y a le logo, la certification environnementale. Quand on atteint le niveau 3, on est capable aussi de haute valeur environnementale, on est capable de communiquer. La question qu'on se pose, c'est qu'à un moment, est-ce qu'on risque pas de perdre aussi le consommateur dans toutes ces différentes démarches et ces différents logos? C'est une question qui m'a été posée un jour. Est-ce que vous n'avez pas trop de logos sur vos packaging? Oui, peut-être. Oui. Maintenant, si on n'en met pas, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc, il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est très clair. Et votre question est pertinente dans ce sens-là. Mais il va falloir qu'on choisisse clairement nos axes de bataille. L'objectif étant de répondre à la demande du marché. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce thème.
Alors justement, je rebondis là-dessus. Vous évoquiez fruits et légumes de France. En fait, on a l'impression que l'origine France, c'est pas quelque chose qui est forcément énormément mis en avant sur la filière légumes, du moins industrie. Est-ce que c'est pas finalement là l'enjeu? Si on prend pour exemple la filière viande, où tout produit se doit de porter un VBF et compagnie pour être vendu, c'est devenu un standard consommateur. Si vous n'avez pas le VBF, vous êtes même, bon, non seulement vous n'êtes pas référencé, mais en plus les Français vous achèteront pas le produit. Pourquoi on n'en est pas arrivé à la même situation sur les légumes? Alors cela, je pense qu'on a un déficit de communication parce que, comme vous dites, il y a aujourd'hui 800 références sur sur notre catégorie, 800 références qui portent ce logo fruits et légumes de France. Alors, est-ce qu'on n'a pas suffisamment communiqué dessus? Peut-être. En tout cas, on a bon espoir d'arriver à la fin de l'année 2022 à plus de 1000 références qui porteront ce logo, parce que après, l'origine, c'est une chose. Le consommateur, il faut arriver à bien matcher aussi la demande entre l'origine géographique France, c'est un vrai plébiscite, il faut être clair aujourd'hui dans l'esprit du consommateur, avec également les attentes, on va dire, dans des démarches agroécologiques. Est-ce que du bio origine France et du bio origine extra-communauté européenne, ça a la même valeur aux yeux du consommateur? C'est une vraie question. Mais ce qui est sûr, c'est que la filière France est plébiscitée. Donc, mais je prends votre point, et ce qui illustre bien le fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment communiqué autour du logo fruits et légumes de France. Sans présager des travaux qui sortiront effectivement de cette approche de RSE de filière, je pense que votre point il est très pertinent, et d'autant plus pertinent à l'heure actuelle, parce qu'on a vu aussi que ces derniers 18 mois particulièrement chahutés ont aussi fait ressortir cette attente de proximité, de production locale, de produits origine France, si ce n'est pas des fois régional. Et donc, ce qui était peut-être une évidence pour une filière française par nature depuis si longtemps, doit être à nouveau clarifié aux yeux du consommateur, de nos parties prenantes, de nos clients. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et peut-être qu'un logo ne suffit pas, probablement. Du coup, je change un peu de sujet. C'est une petite curiosité. Hélène Chaligne, Contexte. Est-ce que vous avez déjà songé à allonger votre interprofession, à faire entrer d'autres collèges? Votre question elle est forcément pertinente. Alors, est-ce que la question, on s'est posée? Oui. Maintenant, ce qu'on s'est dit, vous avez bien vu dans la répartition, on est bien dans la création de valeur. Donc création de valeur, aujourd'hui, il faut à un moment être une filière longue. Si on ne met pas la distribution avec nous, ce sera compliqué. La distribution a accès aux consommateurs. Donc oui, on s'est posé la question. Maintenant, c'est prématuré. Ce qu'on souhaitait faire d'abord, c'était d'avoir un socle solide. Je vous rappelle le contexte, c'est qu'un an en arrière, même si on avait l'ambition de développer ce RSE de filière, mais c'est quelque chose de tout à fait nouveau au sein de l'interprofession. Donc c'est une première base. Dès lors qu'on aura un fonctionnement et bien défini notre ambition et valider le fonctionnement, même si je n'ai pas de doute sur le fait que ça va fonctionner, effectivement, la prochaine étape, ce serait d'étendre l'interprofession, la filière au troisième maillon, et d'avoir une filière, ce qu'on appelle une filière longue. Oui. Oui. Mais déjà, on va commencer à dialoguer avec eux. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y a dans le chat, s'il y a des questions, je suis sûr qu'on a répondu à tout le monde. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on prend rendez-vous au printemps 2022. Merci bien.